Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des produits œnologiques. Tous les produits qu'on va vous montrer sont issus du laboratoire Lafort. On en a deux de Eno France. Alors c'est vraiment par pur hasard, c'est parce que là où on se sert, c'est ces deux marques-là qu'ils vendent. Notre œnologue nous fournit les produits Lafort. Il travaille avec ces produits-là, on utilise ces produits-là parce qu'ils les connaissent, ils connaissent bien les dosages, leur utilisation. Et puis Eno France, c'est quand on se sert en dépannage à la coopérative. Donc ça pourrait être toutes les autres marques. Vous pouvez avoir aussi les laboratoires l'Allemand, la Motabier, du Bernet, enfin bref, tout un tas de laboratoires qui produisent des produits œnologiques. Donc cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est uniquement parce qu'on a ces produits-là. Donc on vous montre ces produits-là. Après, les molécules et les produits sont identiques quasiment d'un laboratoire à l'autre. Après, chaque laboratoire a un peu sa spécificité, peut avoir des produits un petit peu différents. Mais c'est principalement la marque commerciale qui change. Donc n'y prêtez pas forcément attention. Le but c'est de vous montrer les molécules qu'on utilise. Peu importe la marque, ça n'a aucune importance. Donc les produits œnologiques, je vous ai déjà parlé de quelques produits qu'on utilise. Donc ça, il y a différentes vidéos. On vous les mettra en description. Vous pourrez les retrouver. Mais là, le but, c'est d'essayer de balayer un petit peu tous les produits que l'on utilise sur le domaine. Alors vous le savez, je vous le répète assez souvent, on est en levure indigène, on essaye d'être le moins interventionniste possible. Mais parfois, c'est nécessaire d'en utiliser. Certains vont prendre peur quand je fais un listing comme ça. Mais c'est pas pour autant qu'on les utilise toutes chaque année et pour tous les vins, vous allez voir, et chacun a leur utilisation. Donc c'est vraiment à nous de les utiliser vraiment quand on en a besoin. Là derrière moi, vous pouvez voir, j'ai sorti tous les sachets, les bidons. Ça peut être impressionnant, mais il y en a là-dedans, il faut que je les jette. Je les ai, mais ça fait 2-3 ans qu'ils n'ont pas servi, donc ils sont périmés. Je les ai gardés, ça permet de faire la vidéo, mais heureusement, on n'est pas tout le temps après rajouter quelque chose dans le vin. C'est un sujet un petit peu qui prête à controverse sur l'utilisation des produits œnologiques dans le vin. Le SO2, on en entend beaucoup parler. Souvent revient sur la table le fait de devoir faire une contre-étiquette spéciale où on doit mettre tous les ingrédients, tous les produits que l'on utilise dans le vin. Pour l'instant, il n'y a pas d'obligation légale. Donc on ne le fait pas, mais bien sûr tout est répertorié, on sait tout ce qu'on met dans le vin. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous présenter tout ce que l'on a le droit de mettre. Attention, c'est des produits qui sont homologués, qui sont soumis à un cahier des charges, donc il n'y a aucun souci là-dessus. On en parle beaucoup avec l'émergence des vins nature, qui eux n'en utilisent pas du tout. Les vins bio qui ont le droit à utiliser que certains produits. Je suis ouvert à toute question, tout commentaire, n'hésitez pas. Je suis prêt à entendre toutes les critiques, toutes les remarques, à répondre à vos questions en commentaire. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Mais bien sûr, restez courtois et poli. Toute critique est bonne à apprendre du moment qu'elle est constructive. On va commencer par le premier produit que l'on utilise le plus régulièrement, je dirais. On ne sait pas qu'on en utilise des quantités phénoménales, mais c'est surtout qu'on l'utilise sur tous les vins et chaque année. Ce produit-là, on avait déjà fait une vidéo dessus, c'est le SO2. Donc le SO2, je ne reviendrai pas en détail dessus parce que je suis suffisamment allé dans les détails dans une vidéo précédente. Donc le SO2 a pour but de stabiliser les vins. Il le protège de l'oxydation et c'est aussi un antiseptique, donc il évite le développement de tous les pathogènes, que ce soit levure ou bactéries dans le vin. Donc un autre produit qu'on utilise, c'est de l'azote assimilable par les levures. Alors la forme commerciale, ça s'appelle du thiazote.
Donc ça, je vous en ai parlé dans une vidéo pendant les vendanges. Comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien dans la description. Donc ça, vous le savez, on travaille en levure indigène. Donc pour éviter les arrêts fermentaires, on met ce produit-là. Ça permet de favoriser le développement des levures. On l'utilise régulièrement, mais j'ai des cuvées, des fois je n'ai pas le temps de m'en occuper, je ne le fais pas. Et j'ai pas trop de problèmes non plus. Donc je l'utilise par sécurité, mais quand j'ai le temps d'en mettre, j'en mets. Si j'en mets pas, c'est pas dramatique, les fermentations peuvent se faire. Après, sur des cuvées un petit peu à fort degré alcoolique, ou quand je sais que quand je pense que ça risque de merder un peu, qu'on a plus de risques d'avoir des arrêts fermentaires, par exemple sur des cuvées à fort taux d'alcool ou avec une forte acidité, là je fais bien attention à en mettre pour justement éviter de me retrouver avec des arrêts fermentaires où après je vais devoir réensemencer avec des levures ou des bactéries. Donc voilà, après c'est effet domino, je préfère mettre quelques grammes de ce produit là au début plutôt que d'avoir à rajouter encore d'autres choses par la suite. Un autre produit qu'on a utilisé cette année pour la première fois, parce qu'on a eu des gros soucis d'arrêt fermentaire cette année, parce qu'on a rentré 2 cuvées de gamay avec des forts taux d'alcool, disons des forts taux de sucre, qui font qu'on a des taux d'alcool du vin fini assez élevés, entre 14 et 16 degrés. Donc là, les levures ont beaucoup de mal à travailler, d'autant plus quand on travaille avec des levures indigènes. Ces forts taux d'alcool ont bloqué le travail des levures. Du coup, on a été obligé d'intervenir. Déjà, on a ensemencé avec des levures. Et pour faciliter le plus possible le travail des levures qui travaillaient dans des conditions extrêmes, on a utilisé un préparateur de levure. Ça, un petit peu comme l'écorce de levure, c'est à base de levure. Il y a des levures inactivées dedans. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que les levures puissent travailler du mieux possible, vraiment favoriser le développement des levures pour pouvoir amener les fermentations jusqu'à leur terme. Donc ça, c'était un essai, ça nous a été conseillé par l'œnologue. C'est un produit qu'on n'utilise jamais, vraiment c'est la toute première fois en 20 ans qu'on l'utilise, mais parce qu'on était dans des conditions de vinification très particulières, avec un taux d'alcool final comme on n'a jamais eu. Avoir un vin qui fait 16 par chez nous, c'est vraiment exceptionnel. Donc les levures n'arrivaient pas à aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on a utilisé ce produit. Les 2 autres produits avec le SO2 qu'on utilise le plus souvent chaque année, c'est le bicarbonate de potassium et l'acide tartrique. Donc ces 2 produits-là servent à modifier l'acidité des vins. Le bicarbonate de potassium, il sert à désacidifier les vins, et l'acide tartrique, il sert à acidifier les vins. Donc on modifie l'acidité parce que des fois, le vin est trop acide, il va être difficile à boire s'il y a trop d'acidité. C'est principalement pour ça qu'on modifie l'acidité. Par exemple, pour le millésime 2020, sur nos bourgognes blancs, comme la maturité ne s'est pas fait correctement à cause de la sécheresse, on a une concentration des jus qui a provoqué un grand taux d'acide tartrique naturellement dans le vin, donc une forte acidité du vin. Ce vin-là, il est consommable, mais il ne serait pas agréable à consommer en l'état. Donc on a mis du bicarbonate de potassium pour le désacidifier et le rendre, et je dis pas consommable parce qu'il est consommable même quand il est acide, mais disons plus agréable en bouche. Et inversement, on peut acidifier le vin. Alors on peut utiliser plusieurs acides. Celui qu'on utilise le plus et qu'on utilise de manière très courante, c'est l'acide tartrique. Donc c'est un acide qui est naturellement présent dans le vin. Et quand il en manque, eh bien on en rajoute. Et puis après on peut utiliser aussi de l'acide lactique qui est un acide un petit peu moins fort et qui n'a pas tout à fait la même perception en bouche. Donc on joue un petit peu sur ces 2 acides-là quand on les rajoute pour trouver le meilleur équilibre. Mais le plus souvent, c'est l'acide tartrique qu'on utilise, c'est plus rare qu'on utilise de l'acide lactique. Donc on peut utiliser du sucre, hein, c'est très réglementé. Le but c'est d'en utiliser le moins possible parce qu'à chaque fois qu'on en utilise, c'est taxé, c'est une taxe. Et puis,
Ça permet une année où on n'a pas eu assez de soleil, où on a eu un souci sur la vendange, de compenser un peu le titre alcoolémique final, puisque ce sucre-là va se transformer en alcool. Et si on n'a pas une maturité suffisante, on ne l'aura pas en sucre, mais aussi au niveau aromatique, on aura probablement un vin moins riche aromatiquement. Donc le but, c'est d'emmener la vendange le plus loin possible jusqu'à ce qu'on ait la maturité voulue pour ne pas avoir à utiliser de sucre et avoir une vendange de très bonne qualité naturellement. Dernier produit qu'on utilise, alors c'est du cuivre en poudre, hein, en toute petite poudre fine. Ça ressemble un petit peu, par exemple, à du sucre, hein, si vous voulez. Donc on en met très très peu. On est autorisé à en mettre 1 gramme maximum par hecto. En général, on est plutôt autour des 0,1 voire grand maximum 0,2 grammes par hecto, ce qui est une quantité assez faible. Donc ce cuivre nous sert à éliminer le goût de réduit. Alors le goût de réduit, c'est quand le vin prend un goût, alors ça va pas être très vendeur, mais c'est ce qui se passe dans la réalité. C'est un goût d'œuf pourri. Alors comment le vin arrive à attraper un goût d'œuf pourri? C'est une mauvaise combinaison du SO2. Au lieu d'être combiné sous forme de SO2 avec d'autres molécules, il va se combiner sous forme de H2S. Et l'H2S, c'est la molécule de l'œuf pourri. Donc qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Il y a 3 phénomènes. On a des parcelles qui naturellement vont avoir des composés dans le vin qui vont faire que le SO2 va combiner sous cette forme et va passer sous forme de H2S. Et puis il y a aussi le phénomène quand on garde les lits un petit peu trop longtemps, le H2S a tendance à se créer en contact avec ces lits qui vont un petit peu s'altérer et créer ce H2S là. Et il y a un troisième phénomène, les cuves comme elles sont complètement étanches, il n'y a pas d'oxygène qui passe, donc le SO2 plutôt que d'aller se combiner avec de l'oxygène, il va aller se combiner sous forme de H2S. Et dernier phénomène, la production de H2S est favorisée par l'électricité statique qui se crée à la fois avec l'acidité du vin et l'inox, et aussi le mouvement du vin à l'intérieur de la cuve. Ce mouvement-là crée de l'électricité statique et cette électricité statique-là favorise la production de H2S. Et bien sûr, sur le cuivre, déjà on en met des quantités qui sont vraiment, on parle de milligrammes par hecto. Et puis ce cuivre-là, comme on filtre les vins, déjà c'est quelque chose qui est assez lourd, donc qui va tomber au fond. Donc on va déjà en éliminer je ne sais pas si c'est la totalité, mais ça ne doit pas être loin de la totalité dans les lits. Et puis l'élimination sera complète à l'aide de la filtration qui interviendra juste avant la mise en bouteille. Alors les cols, on utilise principalement de la bentonite. C'est une argile naturelle qui a pour propriété de faire floculer, donc précipiter les éléments un petit peu, alors c'est pas des éléments grossiers, mais tout ce qui peut être protéines ou éléments colorants du vin. Éléments colorants, j'entends par exemple des molécules oxydatives, des couleurs un petit peu oxydées. Ça permet de capter ces éléments colorants qui ne sont pas forcément très jolis et de les faire floculer. Donc ils s'agglomèrent, ça les alourdit et ils descendent naturellement par gravité au fond de la cuve. Donc ça sert pour les protéines, on s'en sert principalement pour les protéines parce que si on laisse ces protéines là, elles peuvent créer après des troubles dans la bouteille une fois embouteillées, ce qui peut être vraiment très gênant. Tant que je suis sur les cols, ça c'est nous on utilise majoritairement la bentonite. Après j'ai le paquet, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé donc je vais vous le montrer. On a des collages à base de protéines de poisson, alors ça c'est un petit peu plus adapté sur les vins rouges. Par exemple, on avait eu une année, je ne sais plus, ça devait être peut-être 2018, on avait une cuve assez chargée, donc vraiment très trouble, le vin était très trouble, donc il fallait faire quelque chose. Donc on l'avait collé avec ces protéines-là, ça permet tout simplement, comme je vous le disais, de faire de floculer toutes les parties un petit peu en suspension dans le vin et les faire tomber au fond de la cuve. Donc il y a cette colle là, alors cette colle là c'est vraiment exceptionnel qu'on l'utilise. Cette année j'ai utilisé une troisième colle, c'est la première fois que j'utilise, alors c'est une colle de synthèse
D'habitude, je suis plus habitué à ces cols naturels là. J'ai utilisé la colle de synthèse parce que j'ai écouté bêtement le conseil de l'onologue et c'était pour faire un test. Mais j'aime pas trop ces cols là. Je préfère les cols issus de produits naturels. Mais là, c'était vraiment un essai parce que, alors on vous montrera de plus près, mais ça c'est notre rosé. Donc il a une couleur orangée. Alors ça, quand on ne le sait pas, on peut le trouver joli, mais en réalité, c'est un défaut du vin. Chez nous, le rosé à partir de gamay ne doit pas être orangé. Ça, c'est ce que j'avais comme couleur jusqu'à maintenant, sans l'utilisation de colle. Parce que comme j'utilise assez peu de SO2, j'avais un petit problème d'oxydation. Et l'oxydation vient oxyder les anthocyanes, donc c'est les molécules colorantes du vin rouge. Et cette oxydation sur les anthocyanes donne cette couleur un petit peu, ce qui s'appelle une couleur oxydative. Donc une couleur un petit peu orangée, même un petit peu, même bien orangée. Et puis le dernier problème de cette oxydation, c'est qu'on a une légère amertume. Alors personnellement, ça ne me gêne pas énormément. Le rosé se vend, donc je suppose que ça ne gêne pas grand monde. Mais à l'origine, c'est quand même un défaut. Donc comme ça fait plusieurs années que j'ai ce défaut-là, bon, j'ai pas eu de reproche de clients ni quoi que ce soit. Mais ça me chagrine un peu d'avoir un vin avec un défaut, même avec deux défauts, donc d'un point de vue gustatif et d'un point de vue coloration. Donc là, j'ai voulu essayer autre chose, hein. On teste aussi des choses. Donc ça, c'est la couleur habituelle. Alors cette année, sur le 2020, il est un petit peu trop coloré. Mais par contre, on voit bien la teinte, il n'est pas du tout orangé, il est bien rosé. Vraiment, ça, c'est la couleur typique du gamay. Voilà, ça, c'était un essai parce que la colle, justement, elle a permis de capter un peu, pas un peu, mais de capter toutes ces molécules oxydatives, que ce soit au niveau des colorants, donc de l'anthocyane, et que ce soit au niveau des phénols oxydatifs, des phénols qui ont été oxydés. Et donc ce qui permet d'éliminer cette sensation d'amertume dans le vin. Donc là voilà, ça c'était un essai à voir d'ici l'embouteillage, voir si, même après l'embouteillage, voir si c'était concluant, si ça valait le coup d'utiliser ces cols. Et puis après, par la suite, si ça vaut le coup de coller le vin pour ces problèmes-là, de passer sur des cols, c'est pas que cette colle-là n'est pas saine, mais voilà, j'aime pas utiliser ces molécules de synthèse-là, des cols naturels. Donc occasionnellement, on peut utiliser des tanins. Alors souvent les tanins, même la majorité des cas, je ne sais pas si on peut les mettre sur les blancs, mais en tout cas c'est sûr on peut les mettre sur les rouges et nous c'est comme ça qu'on les utilise. Alors on n'en met pas tous les ans. La dernière fois qu'on en a mis par exemple c'était en 2018. Depuis on a fait le millésime 2019 et 2020. Donc on avait fait 2018 parce que 2018 c'était une année très productive. Donc le vin, il manquait un petit peu de corps, un petit peu de longueur en bouche. Alors c'était pas catastrophique, mais je trouvais dommage de laisser le vin comme ça, alors qu'il suffisait de quelques grammes de ces tanins œnologiques là qu'on peut rajouter, hein. C'est autorisé, il n'y a aucun souci là-dessus, pour faire révéler les arômes qui étaient présents. Faut pas rêver, c'est pas parce qu'on va ajouter un produit œnologique. Si vous avez un vin qui n'est pas bon à la base, vous allez pouvoir ajouter tous les produits œnologiques qui existent. C'est pas avec ça que vous allez faire un bon vin. Mais là, je trouvais c'était le petit plus qui permettait d'avoir un peu plus de longueur en bouche et qui permettait au potentiel qu'on avait de réellement s'exprimer. Ça, c'est vraiment dépendant des années et on l'utilise vraiment à bon escient. Et le plus souvent, on ne l'utilise pas à dose complète, hein, on l'utilise à mi-dose ou des choses comme ça. Donc le but c'est pas de partir d'un mauvais vin puis d'en faire quelque chose d'exceptionnel. Non, c'est vraiment un petit complément, un petit coup de pouce. Alors ça c'est un produit qu'on utilise de temps en temps quand on en a besoin. On en a utilisé cette année parce qu'on a eu justement des arrêts fermentaires. Ce produit là c'est de l'écorce de levure.
Donc c'est comme son nom l'indique, hein, c'est des écorces de levure qui sont récupérées. C'est la paroi des levures. Et ce produit-là a pour but de capter un petit peu tous les éléments, toutes les molécules qui sont toxiques pour le développement des levures, parce que les levures, quand elles font leur fermentation, elles produisent de l'alcool, mais elles produisent aussi tout un tas de molécules et qui, au bout d'un moment, peuvent être toxiques pour elles-mêmes, toxiques ou tout du moins, si elles ne les tuent pas, vont les inhiber, donc vont empêcher leur développement. Donc ce produit-là a pour but de capter ces molécules pour que les levures puissent continuer leur développement. Alors c'est ce qu'on appelle des écorces de levure, vous allez voir sur la photo, le produit qu'on utilise c'est Enocel, mais ça après c'est vraiment le nom commercial, vous pouvez le retrouver chez tous les laboratoires œnologiques. On peut aussi utiliser deux produits, c'est deux organismes vivants, je dirais, qui sont les levures. Donc on appelle ça des LSA, levures sèches actives, parce que ce sont des levures qui sont déshydratées. On les réhydrate dans de l'eau, je vous mettrai le lien de la vidéo pied de cuve où on en parle assez longuement, donc là je ne vais pas trop développer. Donc ça, les levures permettent, quand il y a un arrêt fermentaire, de relancer les fermentations. Moi je parle quand il y a un arrêt fermentaire, parce qu'on les utilise uniquement dans ce cadre-là, sinon on n'en utilise pas. D'autres levures systématiquement, après ça c'est un choix. Nous on n'utilise pas de manière systématique les levures pour deux raisons. Pour garder la typicité de nos vins, on ne veut pas que nos vins ressemblent à notre voisin qui va utiliser la même souche de levure. Et puis ça a un coût qui est quand même important. En gros il faut compter 1 € de l'hecto hors taxe pour ensemencer une cuve, donc c'est un coût qui n'est pas négligeable si on devait ensemencer tout le vin qu'on fait, ça aurait quand même, c'est un budget, donc c'est pour ça qu'on l'utilise le moins possible, vraiment quand c'est nécessaire. Le deuxième être vivant qu'on peut utiliser, c'est les bactéries. Je vais vous montrer le sachet. J'en ai utilisé cette année, j'ai pris la photo, je ne l'ai plus parce que je l'ai tout utilisé, mais je vais vous montrer le sachet. Donc, toujours pareil, les bactéries, on ne les utilise pas systématiquement. En règle générale, ce sont les bactéries qui sont naturellement présentes sur le raisin, sur notre matériel, qui vont réaliser les malots. Mais parfois, on ne sait pas pourquoi, ou on peut savoir aussi pourquoi. Ça peut être à cause d'une trop forte acidité du vin. On utilise donc des bactéries commerciales qui sont sélectionnées pour être robustes et pour pouvoir se développer dans des conditions qui sont assez difficiles. Donc là, pareil, on les utilise. On en a utilisé cette année parce qu'on avait des problèmes d'arrêt de fermentation malolactique. Mais sinon, en règle générale, on en utilise très peu. Ça peut arriver sur certaines cuvées, mais on en utilise le moins possible. Pour la principale raison, là, ça ne joue pas trop au niveau typicité des vins, mais c'est principalement le coût. On parle de 3 € l'hecto, donc ce qui est quand même un coût assez élevé. Donc si vous ajoutez à ça un levurage systématique, un ensemencement de bactéries systématique, ça vous fait déjà un coût de 4 € l'hecto hors taxe. Donc plus vous en ajoutez, plus c'est de l'argent. Donc le but, tout ce que la nature peut faire elle-même toute seule, autant l'utiliser. Donc certains auraient pris peut-être un petit peu peur de cet étalage de produits que l'on peut mettre dans le vin. Mais c'est pas parce qu'on a les sachets qu'on les utilise forcément et qu'on les utilise tout le temps. On a ces produits-là qui sont à disposition pour faire face à certains problèmes qu'on peut avoir sur le vin, certains paramètres qui ne sont pas forcément les bons. Nous au domaine, hein, je vous l'ai dit, je le dis souvent, mais c'est vrai, c'est pas parce que je vous montre tous ces sachets-là regroupés qu'on intervient tout le temps sur les vins. Le but c'est d'intervenir le moins possible pour la simple et bonne raison, c'est qu'on s'embête à la vigne à faire les plus beaux raisins possibles, de la meilleure qualité possible avec une super maturité. Donc le but c'est vraiment d'exprimer ce qu'on a dans les vignes et pas de chercher à ajouter telle levure qui va donner tel arôme ou
d'ajouter tel tanin pour donner plus ci, plus ça, plus de couleurs, plus de... non, le but c'est vraiment d'avoir un produit qui est ancré sur notre terroir, que ce soit vraiment le terroir qui parle et pas la chimie derrière, l'œnologie derrière, où on peut faire un petit peu ce qu'on veut en termes de produits pour changer tel ou tel paramètre. Et puis aussi autre chose, c'est pas parce que on utilise des produits que c'est avec ça qu'on va faire des vins qui sont magnifiques, qui sont super bons. Non, les produits œnologiques ne font pas tout. Si on ne sait pas faire le vin à la base, qu'on fait un vin mauvais, on va pouvoir ajouter tous les produits œnologiques possibles et imaginables, hein, parce que là, vous n'avez qu'une palette de ce qu'on utilise nous, mais vous avez encore une variété qui est encore bien plus importante de produits que l'on peut utiliser. Mais on pourrait utiliser tous ces produits-là. C'est pas avec ça qu'on peut faire du bon vin si on ne sait pas faire le vin. Et puis à l'extrême, hein, le but, nous on fait du vin, on essaye vraiment d'élever nos vignes en fonction du vin que l'on veut faire. Donc le but, c'est pas de faire un petit peu, si je caricature, de prendre de l'eau, de mettre plein de produits dedans, d'agiter et puis de faire du vin. Non, non, c'est pas ça. C'est vraiment pas le but. C'est vraiment d'avoir une aide ou des fois d'avoir un petit quelque chose qui va nous permettre de révéler le produit de base qu'on a. Là, vous voyez des sachets complets. Ça peut paraître important, mais comme on utilise souvent que quelques dizaines de grammes par hecto, donc un gros sachet comme on va vous montrer peut faire plusieurs cubes et même régulièrement je les utilise sur 1 ou 2 ans. Par exemple, sur certaines cuvées cette année, alors sur notre cuvée où ça s'est mal passé en rouge, où on avait un fort degré alcoolique, alors c'est sûr, sur une cuvée comme ça, je vais utiliser plus de produits œnologiques. Donc sur cette cuvée là, j'aurais utilisé du SO2, du préparateur de levure, des écorces de levure, des levures. Donc oui, on est à peu près à 4 produits. Les cols, je ne vais pas le coller, donc ouais, on est bien sur 4 produits œnologiques utilisés. Peut-être un 5e si je dois les ensemencer avec des bactéries pour pouvoir faire les malots. Donc ça, c'est la cuvée sur laquelle on sera le plus intervenu cette année, mais même depuis qu'on fait du vin, parce qu'on a vraiment un problème particulier cette année. Après, à l'inverse, par exemple, j'ai une cuvée de chardonnay là sur nos macons chardonnay. Là, je vais être pas intervenu. L'acidité était nickel. Les fermentations se sont faites très bien toutes seules avec nos levures indigènes. Elles ont fait les alcooliques, les malots. Donc là, je n'interviendrai pas. La seule manière dont on est intervenu, c'est un peu de SO2 qu'on a mis quand on a rentré les vendanges. Mais là, on est fin avril et on n'a pas rectifié à nouveau le SO2. On va le faire, on le fera juste au dernier moment avant l'embouteillage pour la conservation du vin. Et puis peut-être, alors j'en suis pas sûr, ça va dépendre, peut-être que je vais devoir le coller pour les protéines. Et ça encore, je vais le faire analyser, ça va vraiment être suite à l'analyse où l'œnologue va me dire il n'y a pas trop de protéines, on peut y aller comme ça, il peut être mis en bouteille. Ou à l'inverse, il y a trop de protéines et on a un trop gros risque d'avoir un trouble en bouteille par la suite. Donc il faut le coller. Mais vous voyez, au maximum, j'aurais utilisé 2 produits œnologiques sur cette cuvée là. Donc c'est vraiment du cas par cas, en fonction des cuvées, en fonction des années. Si je peux ne pas en utiliser, j'en utilise pas. Et si je dois en utiliser parce que je suis coincé, j'en utilise. Sachant qu'en plus, du fait d'essayer d'exprimer au mieux les terroirs qu'on a, chaque produit a un coût. Donc plus on en utilise, plus c'est coûteux. On est sur un créneau tarifaire assez agressif. Donc le but, c'est que le vin se fasse tout seul le plus possible pour qu'on ait le moins de frais de vinification possible, pour avoir un prix le plus abordable possible, tout en ayant une qualité qui soit importante. Donc le but de cette vidéo était de vous montrer ces produits œnologiques, parce qu'on n'a pas à vous les cacher. C'est vrai que c'est quelque chose dont on parle assez peu finalement, parce que c'est, je sais pas, je dirais pas tabou, mais disons que ça prête à polémique. Mais il n'y a pas de raison.
puisque ce sont des produits qui sont autorisés, qu'il n'y a pas de soucis particuliers pour la santé, puisqu'à la base beaucoup sont des produits issus de matières naturelles. Je répondrai avec plaisir à toutes vos questions que cette vidéo aura pu soulever. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.